Ici, sur cette mosaïque, il est écrit paix dans le monde. Notre cause est juste. Flèche rouge, le train emblématique de l'époque soviétique. Y a-t-il beaucoup de touristes ici? En ce moment, pas beaucoup. Pas étonnant qu'elle ait été nommée comme l'une des plus belles stations du monde. Ici, nous avons Lénine. Ah, c'est ici qu'ils ont tué Raspoutine. Non, plus loin, entrez. Ah, d'accord, merci. Ici commence une nouvelle vidéo. Dans le métro de Moscou, comme c'est déjà devenu une tradition, je me dirige vers la station Leningradsky. Aujourd'hui, je pars à Saint-Pétersbourg avec mon sac à dos pour quelques jours de visite. Mais il y a une surprise spéciale que je vais vous montrer maintenant, le moyen de transport que nous allons prendre. Avant tout, un petit aperçu de la station de métro où je me trouve. Regardez comme c'est beau, c'est Komsomolskaya, la station de métro dédiée à la jeunesse communiste, au Komsomol, regardez. Ici aussi, la professeure de musique apprend le violon aux jeunes communistes. Ici, un autre professeur, j'ignore s'il enseigne la géométrie ou la géographie à cette jeune fille. Ici, un autre blason montre une professeure, un enfant et une colombe, avec l'inscription pour Rampa, narration pour la paix. Ce sont de petits détails que vous verrez dans le métro de Moscou. Il faut y prêter attention, mais ils ne vous laisseront pas indifférents. Nous sommes à la gare de Leningradsky, où se trouve le train numéro 2. Moscou-Saint-Pétersbourg à 23h55. Allons-y. Ici, à la gare, nous avons l'empereur Nicolas Ier qui a inauguré le 13, selon le calendrier julien-grégorien, de novembre 1851. La ligne de train entre Saint-Pétersbourg et Moscou, dans les deux sens. Et la surprise dont je vous parlais tout à l'heure n'est autre que de prendre le train, probablement le plus célèbre de l'époque soviétique, et le train le plus célèbre aujourd'hui encore en Russie. La flèche rouge, le voici, faisant honneur au nom de la chaîne Marcheur Rouge, le voilà, la flèche. C'est notre wagon, il me semble, le numéro 16. Allons jeter un coup d'œil. Parcourons ce magnifique train. Regarde comme il est beau. Regarde comme les contrôleurs sont bien organisés. Ils portent leurs propres uniformes, différents de ceux des contrôleurs des trains ordinaires. Et en fait, nous allons monter dans un train chargé d'histoire. Eh bien, voici les wagons de première classe et là-bas la locomotive, et pendant que je retourne à mon wagon. Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de cette flèche rouge, le train emblématique de l'époque soviétique. C'est le 9 juin 1931 que le premier trajet a eu lieu. Et il fonctionne sans interruption entre les deux capitales, Saint-Pétersbourg et Moscou. À l'exception des 2 ou 3 années du blocus de Leningrad, enfin de Saint-Pétersbourg, l'actuel Saint-Pétersbourg. Au début des années 60, il a pris cette couleur rouge caractéristique que nous avons aujourd'hui. C'était l'un des trains les plus utilisés par les personnalités soviétiques, par exemple les hauts responsables du parti. Même Youri Gagarin voyageait beaucoup dans ce train. Le billet m'a coûté environ 6000 roubles, un peu moins 5700. Ce n'est pas la première classe, c'est quelque chose de plutôt ordinaire, ce qui ferait environ 60 €, mais ça inclut quand même, Eh bien, en plus des draps et tout ça, il me semble que ça inclut le dîner ou le petit déjeuner. Et il y a aussi une voiture-restaurant. Le Flèche Rouge s'est forgé une excellente réputation à l'époque soviétique grâce au dévouement de son personnel. Et je vous le dis, c'était le train emblématique de l'époque. Presque de luxe, enfin il y a une première classe qui est un véritable luxe. Aujourd'hui nous sommes en classe éco. Bonjour, une question. Qu'est-ce qu'il y a, le dîner ou le petit déjeuner? Nous servons le repas maintenant.
Et demain, le petit déjeuner? Oui, 1 heure avant l'arrivée. Votre siège est le 18. Merci beaucoup. Bonjour. Waouh, regardez, impressionnant. Avec des petits rideaux et tout. La décoration, ici, ça fait 90 ans, la flèche rouge. Voyons voir. Простите, проводника вашего вагона. Уважаемый Игорь, вы можете Je m'appelle Pavel et je serai votre chef de wagon. Mon compartiment est au fond et vous avez les toilettes à droite. Vous pouvez changer l'éclairage sur le panneau lumineux. À ma gauche, vous avez le panneau lumineux et vous pouvez aussi régler la température. Vos billets incluent le petit déjeuner. Il y a des blinis à la viande, un gâteau au fromage blanc avec des carottes ou une omelette. Pour moi, une omelette. Moi, des blinis à la viande. Et du thé? Vous le voulez le matin? Oui. Noir ou vert? Noir? Du sucre? Oui. Combien? Hum. Je vous souhaite bon voyage. Après que nous nous soyons un peu installés, je vous montrerai à quoi ressemble le compartiment, parce qu'il est plein et je ne veux pas déranger les autres personnes non plus, mais je vais vous en parler rapidement. On vous donne une petite boîte avec des snacks ainsi qu'une compote de fruits, une barre énergétique de muesli et de l'eau. Et puis aussi des draps, des chaussons d'intérieur similaires, mais de ceux fins en papier. Et voilà, certains des passagers avec qui je partage la cabine se sont déjà endormis. Je vais explorer le reste du train. Je veux aller au wagon-restaurant, bien sûr, pour prendre un verre. Bonjour, est-ce que je peux manger quelque chose? Bien sûr, asseyez-vous. Nous sommes déjà dans le wagon-restaurant de la Flèche Rouge. Ils ont toutes sortes de vins, les prix sont corrects, ce n'est pas excessivement cher. Et maintenant, réfléchissons à ce que Yuri Gagarin prendrait lors de l'un de ses voyages. J'imagine qu'il prendrait une bière, non? Une fois, alors allons-y et prenons une bière. Une bière sans, s'il vous plaît, blonde, une Jigeli. Nous n'en avons plus. Nous avons de la Jabovniki. C'est aussi une blonde? Oui. Alors celle-là, s'il te plaît. Voilà, à votre santé. 3 € la bière dans le train, un demi-litre, ce n'est pas cher. Eh bien, pour accompagner la bière, j'ai commandé un schnitzel que Yuri Gagarin aurait sûrement commandé aussi. Le voici pour 400 roubles, soit 4 €, un filet de poulet pané avec un peu de salade. Et si tu veux, pour 2 € de plus, tu peux ajouter des pommes de terre. Donc voilà, je vais y goûter. Comme toujours, à votre santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Dites-moi, y a-t-il beaucoup de touristes ici, tiens? En ce moment, pas beaucoup. Je parle de ceux qui viennent spécialement pour voir ce train, puisqu'il est si célèbre. Oui, beaucoup viennent ici pour ça. D'accord, merci. Merde. Bonjour depuis Saint-Pétersbourg. Regardez, voici le compartiment dans lequel nous sommes venus. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 lits. Ceux-ci se transforment en lits, on les soulève pour mettre les valises et autres. C'est ici que j'ai dormi. D'après ce que j'ai lu, ils utilisaient des draps en lin et en coton pour mieux dormir. Mais bon, moi j'ai dormi 4 heures. Tu as aussi ici un espace pour tes affaires. Je dirais quand même que c'est plus spacieux, plus confortable que d'autres trains russes dans lesquels j'ai voyagé. Un tout petit peu plus. Tu sais juste ce qu'il faut pour se différencier.
On m'a donné le petit déjeuner que j'ai gardé dans cette petite boîte. Ce sont des œufs brouillés que je mangerai plus tard. Donc voilà, c'est tout. Je vais m'asseoir, je vais prendre un café quelque part et continuer notre promenade dans Saint-Pétersbourg. Allons-y. Encore une chose à rayer de la liste des choses soviétiques à faire, voyager dans le train Flèche Rouge. Voici les wagons de première classe, regardez. S'il y a 24 places en seconde classe, ici il y en a 16. Au lieu d'un compartiment pour 4, c'est pour 2. Et le prix, je crois que c'était 20 ou 30 euros de plus, donc ça tourne autour de 100 euros. L'expérience, elle a été très bonne, surtout pour l'aspect historique et tout ce qui entoure ce train. Ok, le premier était Firminy, que les Russes appellent Antimini, entièrement le Firminy Poest, ce qui est, je ne sais pas exactement quelle est la traduction, mais c'est quelque chose comme train de marque, train propre, ce train. Bon, disons que c'est un niveau un peu supérieur aux autres trains. Et voici le wagon de luxe, 8 sièges avec le panneau ondulé. Après avoir pris un café et m'être un peu reposé, maintenant nous allons faire un tour dans le métro de Saint-Pétersbourg. Je veux faire un petit tour des stations qui sont réputées brevetées pour être les plus belles et qui n'ont rien à envier au métro de Moscou. D'accord, alors voyons, pour acheter des billets ici au guichet. Bonjour, un billet 24 heures s'il vous plaît. Je paye par carte. Merci. Je me suis acheté un billet pour la journée entière parce que j'ai l'intention de monter et descendre du métro plusieurs fois. Et il m'a coûté 270 roubles. Il vous donne cette petite carte, mais un trajet vous coûte... Voici la liste des prix. 70 roubles, ce qui fait 70 centimes. Et c'est très bien parce que... Enfin, très bien dans le sens où c'est rétro, non ? Pour ceux qui sont nostalgiques de l'époque soviétique, parce qu'on leur donne un jeton, une sorte de petite pièce. Contrairement au métro de Moscou, le métro de Saint-Pétersbourg fonctionne encore avec des jetons. Alors bon, moi j'ai la carte, mais si vous achetiez un ticket à l'unité, eh bien il faudrait l'insérer. Je vais vous montrer, il faudrait l'insérer ici. La petite pièce passerait là. Ici, nous avons Lénine sur l'un de ses nombreux tableaux. Enfin, plus que des tableaux, ce sont des bas-reliefs. La station est complète, elle est spectaculaire. Là, de nouveau, Lénine. Allez, et nous allons faire la ligne rouge. Voyons, Aptobo, allons-y. Eh bien, la voici, Aptobo. Regardez comme c'est spectaculaire. Regardez les colonnes. Pas étonnant qu'il l'ait nommée comme l'une des plus belles stations du monde. Ici, sur cette mosaïque, il est écrit « Paix dans le monde » et en dessous, on peut lire « Notre cause est juste ». Nous avons vaincu 1941, 1945 et la statue de la victoire soulevant un enfant. La station Avtovo a été inaugurée en 1955 et c'est là qu'est arrivé le premier wagon de métro de Saint-Pétersbourg. Elle est décorée avec des motifs de la défense de Leningrad et du siège de Leningrad. C'est pourquoi vous verrez ici beaucoup de thèmes militaires. Et regardez, ici au centre de la station, nous avons tous ces motifs avec l'étoile rouge. Et cela me rappelle comme si c'était une épée, non ? Parmi toutes les colonnes qu'il y a dans la station, vous verrez que certaines sont simplement recouvertes de marbre et d'autres ont des reliefs en cristal.
La difficulté explique pourquoi la station est si impressionnante. Ce qui s'est passé, c'est que, d'après ce que j'ai lu, ils voulaient toutes les recouvrir de cette façon, mais Khrouchtchev a dit « Eh, ça suffit le baroque », et elles sont restées comme ça. Regardez ces lampes, s'il vous plaît. Chacune de ces lampes doit peser énormément et doit valoir des milliers d'euros. La station en est pleine. Même si j'ai dit plutôt que Khrouchtchev a cessé les décorations, car il ne voulait pas autant de baroque. En réalité, la station essaie de style néoclassique, et les architectes l'ont conçue pour qu'elle soit un palais pour le peuple. Ici, tu as plus de motifs guerriers qui célèbrent la victoire. L'épée, l'étoile, la date 1945 de la fin du conflit. Les trompettes, les couronnes de laurier, la faucille et le marteau. Tous les détails sont très soignés. Non seulement le quai est beau, je suis déjà en train de sortir de la station et voici la sortie. Regardez aussi les lampes pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je vais sortir faire un tour pour voir la station de l'extérieur. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas que le quai qui est beau, beaucoup de ces stations ont aussi des entrées très jolies. Et ici, près des guichets, comme ça résonne ici. Ici, nous avons un autre bas-relief avec les soldats victorieux. Ici, sur la coupole, on peut lire quelque chose comme « Gloire éternelle », gloire pour tous les siècles aux défenseurs de Leningrad, qui en ont fait une ville héroïque. Et voici ce dont je vous parlais. Voici l'entrée du métro, on dirait un bâtiment gouvernemental, mais non. À quoi ressemblent les entrées du métro dans votre ville? C'est comme si c'était un bâtiment à part, avec son dôme, ses colonnes, c'est incroyable, magnifique. La station suivante où je suis allé est Kirovski Zavod, qui porte ce nom à cause de l'usine industrielle qui existait en l'honneur de Kirov. On peut voir beaucoup de colonnes en marbre, 31 paires, et elles sont décorées comme un de haut relief, qui reflètent les industries du pétrole, du charbon, de la métallurgie et l'électrification de l'Union soviétique. Pendant la construction de la station, ils ont d'abord décidé de placer un buste de Kirov. Mais finalement, ils ont choisi d'installer un buste de Lénine, que vous pouvez voir ici, au bout des quais. Un autre détail dans la coupole, c'est l'emblème de l'usine Kirov. C'est celui que vous voyez là. Kirov était un personnage clé pendant la Révolution. Il a été secrétaire de la ville de Leningrad, et on lui attribue l'entrée de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie dans l'Union soviétique, surtout celle de l'Azerbaïdjan. Une chose très curieuse aussi à propos de ces métros soviétiques, c'est la durabilité et la longévité de ces wagons. Pour que vous voyez, je viens de monter dans un qui a été construit en 1976 et il fonctionne toujours ici. La troisième étape de cet itinéraire particulier dans le métro de Saint-Pétersbourg est Narvskaya. Comme vous pouvez le voir, ce sont aussi des colonnes en marbre qui s'étendent le long du quai. Et sur les bas-reliefs, on peut trouver différentes professions, comme s'il s'agissait d'une ode au travail. Dans cette station, on met à l'honneur les différentes professions qui existaient à l'époque soviétique. Fait curieux concernant cette station Narvskaya, à la fin du quai, on trouve un mur en faux marbre. Ce mur a été érigé en 1961 après le 22e congrès du parti et il cache une mosaïque de Staline à la tribune. Au départ, la station devait être dédiée à Staline, mais finalement il a été décidé de mettre en avant le travail. La devise de cette station est la gloire au travail. Et à l'entrée, on peut voir un bas-relief représentant différents travailleurs ainsi que ce slogan. Enfin, pour terminer cette visite du métro de Saint-Pétersbourg, nous avons une station qui n'a pas été construite à l'époque soviétique. Mais cela ne la rend pas moins importante, car il s'agit de la station la plus profonde de toute la Russie. Cette station se trouve à près de 90 mètres sous terre,
ce qui a entraîné de nombreuses difficultés lors de sa construction. En fait, on l'a surnommée la station fantôme parce qu'il a fallu 14 ans pour l'ouvrir définitivement au public en 2011. Et elle est décorée avec des motifs navals en l'honneur de la flotte de Pierre le Grand. Et voici les escalators du métro le plus profond, il faut 3 minutes et 14 secondes pour les monter. Pour continuer cette petite promenade à Saint-Pétersbourg, j'ai décidé de venir directement au palais des Yusupov. Bien sûr, il pleut. Enfin, ce n'est même plus de la pluie, c'est de la grêle. Regardez, il a été tombé une sacrée averse. Maintenant, on dirait que ça s'est un peu calmé. Je vais essayer de m'abriter ici. Et en fait, cet endroit est d'une grande importance dans l'histoire russe. C'est ici que le plan pour éliminer Raspoutine a été organisé et exécuté. Les Yusupov étaient une famille noble, très riche, très aisée. Certains historiens estiment même qu'ils avaient maintenant plus d'argent ou plus de richesse que les tsars eux-mêmes. Raspoutine, avec son aura prémonitoire. Il avait déjà dit que sa mort serait violente, et il avait prévenu qu'une fois qu'on en aurait fini avec lui, 2 ans plus tard, la royauté prendrait fin. Le règne des tsars en Russie finirait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est correct, non? Quoi? L'audio d'IA? J'ai mis l'audio d'IA sur le téléphone. Avez-vous pris l'audio guide? Je l'ai téléchargé sur le téléphone. Commencez par le 51, puis le 52 par là. Suivez le parcours, ressortez par là, et ensuite à droite. C'est ici qu'ils ont tué Raspoutine? C'est ici que les enfants l'ont tué. Entrez! Entrez, revenez. Bien, merci. Raspoutine, comme beaucoup d'entre vous le savent, était un mystique de Sibérie qui a fini par avoir beaucoup d'influence auprès des tsars, surtout auprès de la tsarine, parce qu'on lui attribuait des pouvoirs de guérison et de prémonition. Et la tsarine s'est beaucoup attachée à lui, parce qu'elle croyait fermement qu'il détenait la clé pour guérir la maladie de son fils hémophile. Et cette influence sur la tsarine se répercutait sur le tsar et par conséquent sur tout l'empire russe. Regardez à quoi ressemblait la salle de bain. Allez, on parle d'une salle de bain de la fin du 19e siècle, début du 20e. Et là, pour tirer la chasse d'eau. C'est classe, je n'en avais jamais vu une pareille. Il n'y a pas vraiment de mystère, mais bon, c'est comme ça que la noblesse russe faisait ses besoins. Regarde ce coffre-fort. Les nobles dirigés par Yusupov en avaient assez de Raspoutine et lui attribuaient tous les maux de la royauté et de la noblesse russe de cette époque, ainsi qu'à son influence sur la tsarine. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre fin à sa vie. Et cette exposition, dans laquelle je me trouve actuellement, qui vaut environ 500 roubles, parcourt les couloirs et les pièces des derniers instants de Raspoutine. Regarde, quelle salle du palais pouvons-nous découvrir? Du marbre avec des colonnes, les portes décorées de touches dorées. C'est incroyable la richesse que cette famille possédait. N'est-il pas curieux de voir la ressemblance entre certaines stations de métro que nous avons vues auparavant et ces palais? C'est incroyable de voir comment, plus tard, les architectes soviétiques ont spécifiquement imité ce type de palais en construisant certaines stations de métro. Et voici le sous-sol où Félix Yusupov a mis fin à la vie. Eh bien, il a essayé de mettre fin à la vie de Raspoutine, parce qu'ils ont d'abord empoisonné des pâtisseries, mais cela n'a eu aucun effet. Raspoutine a passé des heures à chanter et à danser.
enfin à jouer de la guitare selon les chroniques. Et à la fin, ils ont décidé de lui tirer dessus et il a aussi survécu. Jusqu'à ce qu'il s'enfuit dans la rue, qu'ils lui tirent encore dessus et qu'ils finissent par le jeter dans la rivière gelée.